Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc moi j'ai intitulé ma communication de manière un petit peu provocatrice de la responsabilité de la recherche en éducation dans l'échec des réformes. Je me suis dit, bah tiens, on va une fois se prendre aussi un petit peu pour objet. Et donc je vais essayer de développer une petite réflexion là-dessus. On aura l'occasion, je suppose, de discuter après. Bon, dans mes travaux, je pars de ce que j'appellerais l'étrange paradoxe de la démocratisation scolaire, c'est-à-dire qu'on est, depuis la réforme du rénové, au fond, depuis maintenant plus de 40 ans, dans des politiques scolaires qui sont évidemment ambitieuses, et toujours plus ambitieuses, notamment en termes d'égalité et de type d'égalité qu'on poursuit. On n'est plus dans l'égalité d'accès ni dans l'égalité de traitement, mais dans une égalité qui veut égaliser les résultats, les acquis, etc. Et en même temps, les résultats des recherches qui montrent malgré tout que les inégalités perdurent devant la scolarité, qu'il y a une reproduction qui se maintient. Bon, on pourrait discuter du constat, mais je pense que voilà, c'est quand même assez évident. Alors, un autre constat, du coup, c'est que voilà, en matière de démocratisation scolaire, les réformes échouent souvent, on va dire. Il faudrait nuancer, mais à produire les effets qu'en attendent leurs promoteurs. C'est quand même un constat assez massif qui ressort des travaux sur les politiques éducatives et sur la mise en œuvre des politiques éducatives, que ce soit les travaux d'Antoine Praud, de Vincent Dupriez, de Le Sart et Carpentier, de François Dubay et Pierre Merle encore récemment. Bon, voilà. Donc, moi, je pars de ce constat-là, c'est là-dessus que j'ancre ma réflexion, et donc je me dis, bah oui, donc il y a ce paradoxe-là, et c'est un vrai problème. Je ne remets pas du tout en question le problème, parce qu'il y a bien quelque chose à faire, il y a bien un souci d'égalité dans notre système, il y a une ampleur des inégalités, et donc, partant de ce constat, mon point est d'essayer de se dire comment il faut essayer d'agir. Ce n'est pas parce que les réformes ne sont pas suffisamment efficaces qu'il faut cesser de réformer, évidemment. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi les réformes ne sont pas suffisamment efficaces, ne parviennent pas souvent à atteindre les objectifs qu'elles se fixent et à produire les effets qu'on en attend. Et si on comprend ça, peut-être qu'on pourrait essayer d'agir autrement et être plus efficace. Alors, précision par rapport à ce que je viens de dire, les réformes souvent échouent à produire les effets qu'on en attend. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'effet. Ça veut dire que c'est bien une distinction entre ce que j'appellerais des effets intentionnels et puis des effets objectifs. Les réformes produisent des choses, mais ce n'est pas toujours forcément ce qu'on en attend. Et ce n'est pas non plus parce que les réformes n'aboutissent pas toujours à produire les effets qu'on en espère que l'école ne change pas, évidemment. On va distinguer, encore une fois, la réforme du changement, qui est autre chose, qui souvent, l'école change parce que la société change, et ça change tout. Et il y a des choses qui évoluent, et puis il y a des choses qui évoluent aussi sur le terrain, parce qu'il y a des innovations, il y a des choses du changement émergent. Donc ici, je m'intéresse aux réformes au sens de tentatives de modification du système qui sont voulues par les autorités éducatives et qui viennent donc de manière, on va dire, top-down, même si aujourd'hui on essaie d'associer davantage que par le passé les collectifs, etc., à la réflexion, ou en tout cas à la légitimation des réformes. Je précise aussi que l'école actuelle, je l'ai dit, elle est toujours inégalitaire. On pourrait discuter longtemps de ça, mais ce n'est pas parce qu'elle est toujours inégalitaire et qu'il y a de la reproduction que rien n'a changé. L'inégalité, l'école est inégale, mais pas de la même manière exactement qu'avant. Et donc il y a aussi des choses qui changent à ce niveau-là, mais je n'ai pas trop le temps de développer tout ça. J'en viens à cette idée donc, voilà, de réforme. Donc moi, je m'intéresse. La manière dont je définis donc, le terme de réforme, c'est définition globale, tentative de modification du système voulu par les autorités éducatives. Et je dirais que mon postulat de départ, c'est de partir du principe que le devenir d'une réforme dépend fondamentalement de la manière dont elle va être mise en œuvre. Qu'une réforme ne vaut que parce qu'elle produit sur le terrain, et que c'est à partir de cet aspect-là qu'elle doit être évaluée et analysée, en tout cas qu'on peut appréhender ses effets. Et donc, la question de la mise en œuvre, je dirais,
un des résultats que je retiens de mes travaux sur ces questions, c'est qu'au fond, on n'en tient pas suffisamment compte, non seulement dans l'accompagnement des réformes, mais au niveau même de la conception des réformes. On n'anticipe pas suffisamment ces questions de mise en œuvre. Et je pense que la mise en œuvre, quand on y pense, on voit ça comme quelque chose qui vient après. Et je pense qu'il faut, dès le départ, davantage l'intégrer dans la conception même pour pouvoir justement anticiper des potentiels obstacles qui pourraient se faire jour dans la mise en œuvre. Alors, tout ceci étant posé, j'en viens à la question, selon moi, d'une des raisons pourquoi les réformes échouent. Je ne dis pas que c'est la raison unique, mais c'est en tout cas une sur laquelle j'ai envie de mettre l'accent ici, parce que j'ai l'impression qu'on ne le souligne pas suffisamment. Bon, il y a évidemment la question du déficit d'évaluation et d'accompagnement de la mise en œuvre des réformes. Donc les recherches qui portent sur la mise en œuvre des réformes sont peu nombreuses. Elles se développent un petit peu, mais elles sont encore très minoritaires, très rares. Et au fond, on n'a pas suffisamment, je pense, nous en tant que chercheurs, une réflexion sur la manière même et sur la difficulté, la complexité qu'il y a à transformer un système humain. C'est-à-dire qu'il faut bien saisir le fait que quand on travaille sur des systèmes sociaux, eh bien, on est face à des acteurs sociaux qui réagissent toujours aux décisions, aux contraintes éventuelles qu'on leur impose, parce que souvent ce sont quand même des nouvelles règles, des nouvelles normes, des nouvelles contraintes qui viennent essayer d'encadrer un système qui peut parfois être perçu d'ailleurs comme trop libéral ou trop peu régulé, mais on ne sait pas tout réguler. Et donc il y a toujours des échappatoires, il y a toujours des manières de contourner la règle, d'agir, de réagir. Et pour anticiper la manière dont les acteurs sociaux, notamment les enseignants, puisqu'on parle ici beaucoup de ces acteurs-là, comment réagissent-ils? Ça suppose d'avoir compris préalablement la manière dont ils agissent au départ. Et me semble-t-il, un des aspects que je voudrais faire ressortir, c'est le fait que bien souvent, on ne prend pas la peine de faire cette étape préalable, c'est-à-dire d'avoir bien compris comment le système fonctionne. On fait des analyses qui mettent en évidence, à partir souvent d'enquêtes quantitatives très élaborées, des résultats qui sont vus comme dysfonctionnels du point de vue de la poursuite de l'égalité ou de l'efficacité du système, mais pourquoi les acteurs sociaux agissent-ils comme ils agissent? Pourquoi produisent-ils ces résultats qui paraissent inacceptables ou qui sont dénoncés pour des raisons souvent tout à fait correctes et légitimes? Eh bien, souvent, on ne le sait pas, on ne le sait pas bien. Et donc, on a des réformes qui apparaissent généralement sous-tendues par des modèles qui sont des modèles théoriques, mais qui sont simplistes d'un point de vue, je dirais, sociologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien saisi, encore une fois, les raisons, les manières dont agissent les acteurs. Et c'est là que je dirais que les chercheurs ont une part de responsabilité. Et évidemment, quand je dis que les chercheurs sont responsables, je sais ici que je suis face à une assemblée où il y a beaucoup de chercheurs, je ne veux évidemment pas donner l'impression de surestimer l'influence politique des chercheurs, parce que je pense que tous les chercheurs nous diront que, bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tellement écouté ni entendu par le politique, par les responsables politiques, et que bien souvent, les réformes obéissent à des logiques qui sont complètement différentes de celles de la recherche scientifique, qui sont des logiques politiques. Il y a des normes, il y a des règles différentes dans ce monde-là. Et c'est vrai, bien entendu, souvent, les réformes pêchent par manque d'ambition ou parce que peut-être aussi elles n'appliquent pas suffisamment ou jusqu'au bout la logique qui était celle imaginée par les chercheurs. Je pense qu'il y a certainement du vrai dans tout ça. Et en même temps, on voit bien, notamment en Belgique francophone, qu'un certain nombre de réformes qui ont été prises, je dirais ces 20 dernières années, disons grosso modo, et qui visent à réduire ou à s'attaquer à l'ampleur des inégalités scolaires, de la ségrégation scolaire, ont été inspirées et justifiées par des résultats de la recherche en éducation. Donc on ne peut pas dire non plus que la recherche aurait été totalement ignorée. On peut dire qu'il y a quand même une logique
assez cohérente dans un certain nombre de réformes qui ont été faites. Donc, bon, l'échec relatif des réformes, hein, c'est bien entendu pas mon propos de dire que c'est juste les chercheurs qui seraient responsables, c'est une responsabilité partagée de plein d'acteurs. Ce que je voudrais faire finalement, c'est en tant que chercheur peut-être commencer par balayer devant ma porte et donc de me demander, tiens, ce que l'échec des réformes doit à nos habitudes de pensée. Et il me semble que c'est un réflexe qui est sain intellectuellement de mettre en question aussi nos manières de réfléchir en tant que chercheur. Hein. C'est le geste courant en sociologie de prendre de la distance avec ce qu'on appelle le sens commun, mais il y a un sens commun aussi à chaque univers. Et dans l'univers savant de la communauté en éducation, il y a aussi un sens commun. Et c'est par rapport à ce sens commun-là que je voudrais faire quelques remarques. Alors, ici, ce sont des remarques qui ne sont pas basées sur une recherche très élaborée, c'est plutôt des choses que j'ai vécues de l'intérieur, donc c'est plus en tant qu'observateur participant, ou plutôt, c'est plutôt à partir d'une participation observante, c'est-à-dire en tant que participant moi-même, j'en suis venu à observer les normes et les manières de réfléchir de mon propre univers de travail et donc de recherche, et à travers des cas, je n'aurai pas le temps ici de vous parler de mes travaux empiriques, mais Marc l'a rappelé, j'ai travaillé beaucoup sur la question du redoublement, des politiques de lutte contre le redoublement, pourquoi ces politiques ont plutôt eu tendance à se confronter à la difficile réalité du terrain et à échouer. Et maintenant, je travaille aussi sur la question des inscriptions scolaires, donc la régulation du marché et tout le débat qu'on a déjà un petit peu abordé sur la difficile régulation des inscriptions scolaires en Belgique francophone. Et donc voilà. Alors, je voudrais ici mettre l'accent sur deux habitudes de pensée des chercheurs qui me paraissent en partie de travers, hein, de manière dont on a de réagir face à la réalité qui résiste, justement. Et je ne dis pas encore une fois que ces habitudes sont totalement non justifiées, il y a du vrai derrière ça, mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'elles sont réductrices et qu'on aurait intérêt à y penser, à être davantage réflexif par rapport à nos réflexes spontanés de pensée quand on constate finalement que les réformes achoppent sur le réel. Hein, la réaction habituelle des chercheurs, hein, et là je me base vraiment sur mes travaux sur le redoublement, on voyait que le redoublement était finalement dénoncé largement par la recherche en éducation, et les chercheurs qui constataient ça et voyaient que les enseignants continuaient à être attachés en majorité, alors il faudrait nuancer encore une fois, mais globalement il y avait une croyance dans les vertus du redoublement, eh bien ça témoignait de ce que j'appellerais maintenant un travers intellectualiste, hein, c'est-à-dire une habitude qui est propre à notre milieu de recherche, hein, une forme de biais cognitif qui est propre aux chercheurs, qui porte les chercheurs à concevoir le monde comme un problème de représentation. Hein. Si les enseignants continuent à faire redoubler les élèves, c'est parce qu'ils ont des représentations erronées à propos du redoublement. Et donc il faut travailler sur les cerveaux, il faut leur démontrer, on va leur montrer les résultats de recherche. Montrons-leur les résultats de recherche. Une fois qu'ils auront les résultats devant les yeux, ils ne pourront plus faire autrement que de voir la vérité révélée. Hein, donc c'est un peu une croyance, me semble-t-il, naïve dans la force performatrice de la vérité. La vérité aurait d'elle-même des effets sociaux et du coup changer l'école, ça suppose de déloger les croyances et d'opposer à ces croyances des connaissances scientifiques. Et donc la réforme, pour les chercheurs qui réfléchissent de cette manière-là, le réflexe, ça consiste à dire pour réformer, il faut changer les mentalités. C'est un changement culturel. Ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, assez courante dans le milieu de la recherche, c'est ce que j'appellerais le travers conflictualiste. C'est-à-dire, ça c'est très courant en sociologie de l'éducation. Hein. Il faudrait évidemment nuancer un petit peu selon les disciplines, selon les courants, etc. Mais en sociologie de l'éducation, vous avez un travers conflictualiste, c'est-à-dire une espèce de grille de lecture
qui consiste à voir la réalité comme étant une grille politique de la réalité qui voit les acteurs comme étant en lutte et c'est qui applique au fond une grille de lecture marxiste. On associe les prises de position des individus à leur position dans le monde social et tout ce que peuvent dire certains acteurs est forcément quelque chose qui témoigne de leur position et donc de leurs intérêts, qui sont des intérêts évidemment particuliers et de la défense de ces intérêts. Et donc la méthode, c'est celle de l'objectivation, hein, qui est très courante en sociologie et que Bourdieu notamment a beaucoup développé, hein, qui rapporte donc ce point de vue à la position sociale. Et donc là, la difficile réception des réformes sera expliquée comme le fait qu'on se heurte à des intérêts constitués, à des groupes sociaux dominants, hein, qui jouissent du statu quo et qui s'opposent donc à la réforme pour défendre leurs intérêts. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas. C'est bien entendu quelque chose qui a une forme de réalité, hein, mais l'idée, c'est que, de mon point de vue, c'est encore une fois trop simpliste et ça évite de se poser la question et d'aller voir finalement sur le terrain ce qu'il en est. Hein. Donc on se dit, voilà, les groupes dominants sont dans la défense de leurs intérêts, les groupes dominés, eux, ne se mobilisent pas pour défendre ses intérêts, donc changer, il ne faut pas convaincre, parce qu'on n'a rien à convaincre, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre ces acteurs-là, il faut contraindre, et le changement passera plutôt par le fait d'imposer des règles, des normes légales. Alors, les points communs entre ces deux habitudes de pensée, je dirais que ça revient à ce que Pierre évoquait, c'est cette idée de résistance au changement. Dans les deux cas, on naturalise la résistance au changement. Il y a de la résistance au changement et c'est naturel, c'est évident. Dans le premier cas, dans le travers intellectualiste, la résistance est réduite à une forme de cécité intellectuelle. Il y a de la résistance parce que les acteurs sont aveugles, ouvrons-leur les yeux, ça ira mieux. Dans le second cas, dans le travers conflictualiste, eh bien, ils sont résistants parce qu'ils défendent leurs intérêts. Un autre point commun, c'est que ces deux habitudes de pensée se rejoignent dans une tendance à disqualifier la parole des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas finalement interroger ou rencontrer suffisamment, à partir d'approches, je dirais, qualitatives et compréhensives, les gens qui sont les acteurs de terrain ou les familles, hein, qui sont opposés, et notamment ceux qui ont un discours critique, un discours d'opposition au changement, c'est parce que dans les deux cas, leur parole n'a aucune valeur. Les résistants, dans le premier cas, sont forcément des personnes qui sont dans l'erreur, donc leur discours n'est que croyance, il suffit de substituer à ces croyances les connaissances, donc on n'a pas besoin de connaître ces croyances, ça n'a pas de valeur en soi. Et dans le deuxième cas, les résistants sont des adversaires politiques, et donc on ne peut pas se fier à leurs paroles, ça ne servira à rien d'aller les écouter, si ce n'est de les écouter pour dévoiler, et donc ne pas prendre au sérieux ce qu'ils disent, et de montrer que derrière, il y a des intérêts. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'on a tendance, bien souvent, à ne pas aller du coup, rencontrer et interroger le point de vue des acteurs scolaires, en particulier ceux qui pensent différemment des chercheurs, qui sont souvent aussi engagés politiquement, etc., qui ont des convictions, et pourquoi pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer davantage faire la part des choses entre ses convictions et son travail de recherche? Moi, je crois personnellement assez fort en la neutralité axiologique. Et donc, l'idée, c'est que dans les deux cas, pour surmonter les problèmes de mise en œuvre, il faut tenir bon, hein, en considérant que la réforme est légitime, parce qu'elle est légale, parce qu'elle est fondée aussi sur des intentions nobles. Hein. Souvent, c'est vrai, les réformes qui sont menées depuis des années sont... Nathanaël l'évoquait, il n'y a plus tellement de débats sur les finalités, parce que les finalités sont tellement généreuses que qu'est-ce que vous voulez opposer à ça? C'est la politique des bonnes intentions. Donc tout le monde est d'accord sur ça, et donc on est du coup dans une stratégie de légitimation qui, de mon point de vue, est une stratégie de légitimation morale et cognitive. Hein. Donc on a des recherches qui montrent que c'est possible, on a une philosophie qui est inattaquable, mais est-ce que ça suffit pour changer vraiment la réalité? C'est là que je pense que non, et qu'il faut aller plus loin, et qu'il faut justement essayer de comprendre la réalité là où ça coince. Et donc,
Les conséquences, c'est qu'en tout cas, les politiques publiques et leurs conceptions sont exonérées de critiques et que du coup, le problème est toujours envoyé aux acteurs de terrain. Au fond, si ça coince, les responsables sont les enseignants, que ce soit par cécité ou par intérêt. Les enseignants, ou ça peut être aussi les familles de milieux favorisés, dans le cas de certaines autres réformes, par exemple. Alors, ayant dit tout ça, je précise que je ne nie pas qu'il existe des résistances au changement. Je rejette simplement l'idée que ces résistances au changement seraient inéluctables. Comme je l'ai dit, pour moi, il y a une forme de naturalisation de la résistance au changement dans la manière dont on pense tous spontanément. Et moi-même, je pensais, quand j'ai commencé à travailler sur le redoublement, j'étais complètement dans ces travers-là. J'étais dans ces deux travers-là complètement. Et il m'a fallu des années pour pouvoir prendre, au fond, de la distance et comprendre ça. Et donc, la résistance au changement, moi, je pense que en tant que sociologue, elle est intéressante. Elle est intéressante en soi et il faut l'appréhender comme une forme de contre-expertise profane. De se dire que ces acteurs scolaires qui ont un discours critique, ils ont aussi des savoirs. Pierre l'évoquait, ils ont des savoirs, ils ont des connaissances, ils ne sont pas forcément dans l'erreur de leur point de vue, dans leur contexte. Si on comprend leur réalité, si on se met à leur place, probablement qu'on agirait comme eux. Ou que même si on est parfois confronté à des gens qui croient et qui sont convaincus par le bien fondé des réformes et qui ont envie de faire avancer les choses, mais qui ne sont pas dans la situation de pouvoir le faire, et alors ils le vivent encore de manière d'autant plus malheureuse. Et du coup, voilà, il faut mettre l'importance, souligner l'importance de construire, pour moi, ce que j'appelle la légitimité pragmatique ou fonctionnelle du changement. Et donc, et c'est ça que les résistances nous apprennent. Les résistances au changement valent la peine d'être prises au sérieux parce qu'elles pointent justement cette nécessité c'est la question de la faisabilité, du réalisme. Comment est-ce qu'on fait ? Bon, d'accord, on a cette réforme-là, mais comment, moi, dans mon travail, dans mon quotidien, dans mes classes, avec mes élèves, comment je fais pour appliquer ça ? C'est souvent à ça que se résume la question du point de vue de l'enseignant. Et donc, voilà, tout ça souligne, de mon point de vue, le fait qu'on est souvent dans un irréalisme, dans une impréparation des réformes. Je termine assez rapidement. Voilà, donc encore une fois, mon propos ici n'est pas juste d'inverser la balance des responsabilités dans l'échec des réformes, de dire c'est de pointer les responsabilités, c'est pas les enseignants, non, c'est les chercheurs. Non, je pense que évidemment tout ça est plus nuancé. Je ne nie pas non plus l'importance qu'il y aurait à faire évoluer les représentations, donc les chercheurs qui insistent sur les dimensions, ceux qui sont dans ce que j'ai appelé le travers intellectualiste, ont une part de vérité. Ils ont raison, il faut faire changer les représentations. Mais comment faire changer les représentations si on ne permet pas aux acteurs d'évoluer dans des situations, dans des contextes qui leur permettent effectivement de le faire. Il faut évidemment pas non plus nier l'existence de divergences idéologiques, de clivages sociaux au sein de la société qui peuvent expliquer certaines résistances, mais encore une fois, mon intention ici, c'est de complexifier l'analyse, de refuser des explications monocausales qui conduisent, à mon sens, à des impasses en matière d'action publique. Et au fond, toute l'histoire des politiques éducatives l'illustre à foison. Et je pense que, faute de faire l'effort de comprendre les acteurs qui pensent différemment d'eux, les chercheurs proposent des mesures politiques qui sont souvent inaudibles. On le voit tous les jours. Maintenant qu'il y a des forums, c'est devenu tellement flagrant. On a des réactions qui sont tellement virulentes par rapport à des propos de chercheurs. Voilà. Et je pense que si on fait l'impasse là-dessus, eh bien, on va continuer à faire des travaux inattaquables scientifiquement, très intéressants, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans la réalité ? Je pense qu'il y a vraiment ces aspects-là qu'il faut considérer si on veut réussir la mise en œuvre et éviter qu'il y ait des effets pervers, etc. Et donc, pour conclure, je dirais que la légitimation d'une réforme ne peut pas se résumer, pour moi, à avancer des idées qui soient seulement valides scientifiquement et moralement. Il faut que ce soit le cas, évidemment, mais ça ne suffit pas. Il y a une réflexion que je qualifierais de pragmatique, nécessaire, donc sur le fonctionnement réel du système éducatif, sur les difficultés, les contraintes quotidiennes, organisationnelles, qui sont ce que j'appelle des épreuves de réalité de la réforme. Et donc ça suppose pour ça de prendre au sérieux
le point de vue des acteurs, comprendre pourquoi ils sont réticents à changer, hein, pourquoi ils sont méfiants vis-à-vis de la recherche en éducation. Je crois que parfois ils ont des bonnes raisons. Ils n'ont peut-être pas fondamentalement raison. Hein. Souvent ils sont effectivement pas bien informés, pas conscients d'un certain nombre de choses, donc ils n'ont pas raison, mais ils ont des bonnes raisons d'agir comme ils agissent, et c'est ces bonnes raisons qu'il faut essayer de comprendre. Et souvent, quand on essaye de faire ce travail-là, on se rend compte qu'ils ne sont pas tellement dans des oppositions de principe, des oppositions idéologiques. Il y en a évidemment des militants, des gens qui ne voudront jamais changer parce qu'ils ne croient pas que l'égalité soit une finalité à poursuivre. Hein. Mais souvent, c'est parce qu'ils sont pris dans des tensions et dans des complexités telles qu'ils ne voient pas comment faire, ou ils se disent que ça ne va pas marcher, que ce ne sera pas possible. Donc voilà, faute d'une approche compréhensive, pragmatique aussi, les chercheurs, les responsables politiques également, tendent souvent à produire ce que j'appellerais de la déréalisation. Ils produisent des résultats qui paraissent tellement déconnectés. Hein, et c'est cette litanie qu'on entend toujours sur les chercheurs qui sont des penseurs en chambre, hein, parce que voilà, ils sont dans une forme de déréalisation. Et donc, il ne faut pas se contenter d'une politique des bonnes intentions, parce qu'une réforme qui est inspirée par des principes généreux n'est pas intrinsèquement démocratisante dans ses effets. Et là, je citerai Pierre Bourdieu, qui est vraiment quelqu'un qui a toujours été très engagé à gauche, qui le disait lui-même, hein, produire de la démocratisation apparente, c'est produire le contraire de ce que l'on fait semblant de souhaiter. Donc, il faut vraiment se poser ces questions-là, je pense. Et encore une fois, ce n'est pas parce que les bonnes intentions ne suffisent pas pour réformer l'école qu'il faut renoncer à mener des politiques progressistes. Hein, c'est parfois la critique qui est faite en disant mais vous pointez les effets pervers, donc vous êtes pour le statu quo. Non, ça suppose de redoubler d'efforts, mais d'une manière qui soit peut-être plus réflexive, plus consciente d'un certain nombre de choses. Et ça suppose donc de penser le changement de manière plus cohérente, plus systémique, plus réaliste aussi. Voilà. Ce qui n'empêche pas de penser à un autre système éventuellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai pris un peu. Merci.